12 juillet 1996. Une fusillade éclate en plein jour sur le port de Calvi, en Corse. Deux hommes sont la cible d'un guet-apens sanglant. L'un d'eux, Dominique Rutilli, président du FC Calvi, est abattu à bout portant. L'autre, légèrement en retrait, s'effondre dans une mare de sang, une balle logée dans l'épaule. C'est Roland Courbis. Quelques heures plus tard, les médias s'emparent de l'affaire. Pourquoi cet ancien entraîneur de l'OM, voix emblématique des radios sportives françaises, se retrouvait-il mêlé à un règlement de compte mafieux? Qui voulait sa mort? Et surtout, pourquoi s'est-il muré dans le silence après avoir frôlé la mort? Pendant 3 décennies, Roland Courbis a navigué entre gloire footballistique, deals opaques et amitié sulfureuse. Mais à sa mort, survenue en janvier 2026, une question demeure, obsédante. Qu'a-t-il vraiment emporté avec lui dans sa tombe? Roland Courbis naît le 12 août 1953 à Marseille, une ville qui, à cette époque, n'est pas seulement un décor méditerranéen baigné de soleil, c'est un port brut, nerveux, traversé par les trafics, les loyautés silencieuses et une violence diffuse qui ne se montre pas toujours, mais qui se ressent partout. Dans les quartiers populaires, le football n'est pas un loisir, c'est une échappatoire, parfois une protection, parfois un piège. L'enfant Courbis grandit dans ce climat. Très tôt, il apprend une règle tacite. Ici, tout le monde se connaît, mais personne ne dit tout. La rue forge les tempéraments. Elle apprend à encaisser, à se taire, à observer avant de parler. Ce rapport particulier au silence, Roland Courbis ne le quittera jamais vraiment. Sur les terrains poussiéreux de Marseille, il se fait remarquer non pas par une élégance technique spectaculaire, mais par une dureté assumée. Défenseur rugueux, il comprend vite que survivre dans le football professionnel exige plus que du talent. Il faut du caractère. Et surtout, il faut savoir à qui faire confiance et à qui ne jamais tourner le dos. Sa carrière de joueur l'emmène loin de Marseille, mais jamais très loin de son ombre. Il passe par Ajaccio, Sochaux, Monaco, Toulon. À chaque étape, le même profil. Un joueur combatif, respecté dans le vestiaire, mais jamais totalement intégré dans les cercles lisses du football institutionnel. Courbis reste un homme du Sud, avec son accent, son parler direct, ses colères et ses fidélités. C'est en Corse, à Ajaccio d'abord, puis par des relations périphériques au football insulaire, que son parcours commence à croiser un univers plus trouble. La Corse des années 1970 et 1980 est un territoire à part. Les frontières entre sport, affaires et influences criminelles y sont poreuses, pas toujours visibles, mais réelles. Courbis s'y déplace sans naïveté. Il observe, il apprend. Et surtout, il comprend que le football n'y est jamais seulement du football. Lorsque sa carrière de joueur s'achève, la reconversion vers le banc de touche se fait presque naturellement. Courbis a le verbe, l'autorité, l'instinct tactique, mais surtout, il connaît les hommes, leurs faiblesses, leurs ambitions, leurs peurs. C'est un entraîneur qui parle vrai, parfois trop, mais qui sait tenir un groupe sous pression. Pourtant, dès cette période charnière, certains proches évoquent déjà un double visage, celui public du technicien passionné et celui plus discret, de l'homme toujours attentif aux équilibres invisibles. Qui décide vraiment ? Qui tire les ficelles hors caméra? Qui peut nuire et jusqu'où? Rien d'illégal n'est alors reproché à Courbis, mais une chose frappe. Il fréquente des milieux variés, parfois antagonistes, avec une aisance déconcertante. Dirigeants sportifs, agents influents, notables locaux, figures corses dont on ne pose jamais trop de questions. Courbis écoute plus qu'il ne parle, et quand il parle, il choisit ses mots. À Marseille, certains disent déjà « il sait des choses ». Pas forcément des choses criminelles, mais des choses sensibles. Des histoires de transferts, d'argent, d'accords tacites. Dans un football français encore mal régulé, ces zones grises sont nombreuses. Et Courbis, sans être au centre du jeu, se trouve souvent à proximité. Ce contexte, cette formation humaine et sociale ne sont pas anecdotiques. Ils préparent le terrain. Bien avant les scandales, bien avant les fusillades, bien avant les enquêtes judiciaires, Roland Courbis apprend à évoluer dans un monde où la vérité n'est jamais frontale, où survivre signifie parfois accepter de ne pas tout éclairer. Et lorsque la lumière se braquera enfin sur lui des années plus tard, beaucoup diront que les signes étaient là depuis le début.
Dans les années 1990, Roland Courbis devient bien plus qu'un simple entraîneur. Il incarne une forme de réussite populaire, celle de l'homme du peuple qui, par la force de son caractère, gravit les échelons d'un univers impitoyable, le football professionnel. Son premier grand fait d'armes se produit avec l'équipe de Bordeaux, qu'il mène au titre de champion de Division 2 en 1992. Mais c'est à Marseille, sa ville natale, que la légende prend forme. Nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille en 1997, il entre alors dans une arène où les enjeux dépassent largement le rectangle vert. L'OM, alors convalescent après les scandales liés à Bernard Tapie, cherche à se réinventer et Courbis, fort de sa connaissance du club, de la ville et de ses réseaux, est vu comme l'homme de la situation. Sous sa direction, l'OM retrouve des couleurs. En 1999, il emmène l'équipe jusqu'en finale de la Coupe UEFA contre Parme. Une performance saluée, même si l'équipe s'incline lourdement, 0-3. Pour les supporters marseillais, cette saison reste gravée comme un retour en grâce. L'ambiance au Vélodrome, le charisme de Courbis sur le banc, sa capacité à galvaniser ses joueurs, tout contribue à forger le mythe du coach de la rue, un meneur d'hommes au sang chaud, fidèle à ses racines. Les médias, eux, raffolent de ses punchlines. Avec son accent chantant et son franc-parler, Courbis devient un personnage incontournable du paysage médiatique sportif. Il ne se contente pas de commenter les matchs, il raconte, il critique, il dénonce, souvent avec une ironie mordante. Lorsqu'il passe derrière le micro, notamment sur RMC, il attire une audience fidèle, avide de son regard sans filtre. Mais à mesure que sa notoriété grimpe, des interrogations naissent. D'où viennent certains joueurs recrutés sous son aire? Pourquoi certains transferts semblent-ils favoriser des intermédiaires peu connus? Comment expliquer les flux financiers étranges entre certains clubs et agents? Aucune preuve directe, mais un malaise latent. Certains journalistes sportifs évoquent à mots couverts l'existence d'un système Courbis, un réseau d'influence où se croiseraient entraîneurs, dirigeants, agents et parfois des figures plus troubles. Lui, toujours calme, réplique avec humour: « Moi, un système, je suis déjà content quand j'arrive à garer ma voiture à Marseille. » La lumière des projecteurs grandit, mais l'ombre aussi, car derrière chaque succès sportif, il semble qu'un mystère s'épaississe. L'OM version Courbis ne se résume pas à un jeu offensif ou à des discours de vestiaire inspirants, c'est aussi une gestion stratégique du pouvoir. Dans les coulisses du club, Roland Courbis bénéficie d'une confiance rare. Il ne se contente pas d'entraîner, il influe sur les décisions sportives, les recrutements, les négociations. Il devient en quelque sorte un homme orchestre, et c'est là que les premières failles apparaissent. Les transferts de certains joueurs posent question. À l'époque, plusieurs deals sont conclus dans l'urgence, avec des commissions floues versées à des intermédiaires peu identifiés. Le nom de Charles Camporo, directeur sportif de l'OM, revient régulièrement dans les rapports. Ensemble, ils montent des opérations qui, sur le plan sportif, peuvent sembler cohérentes, mais dont la transparence financière laisse à désirer. En 1999, alors même que l'OM est en finale de la Coupe UEFA, la Direction nationale du contrôle de gestion, DNCG, commence à examiner de plus près les comptes du club. Des écarts apparaissent, des virements, des primes exceptionnelles et surtout une architecture opaque autour des commissions de transfert. Le nom de Courbis n'est pas encore cité officiellement, mais dans les couloirs du football, les murmures grandissent. Parallèlement, d'anciens dirigeants de clubs précédents où Courbis est passé, comme Toulon ou Montpellier, sont interrogés. Il semble que certains schémas se répètent, des montages financiers similaires, des personnes identiques qui gravitent autour de lui. L'étau judiciaire commence à se resserrer doucement, quasi imperceptible. Mais Courbis, lui, reste égal à lui-même. Il enchaîne les plateaux télé, les directs radio, les interviews. Il plaisante sur son passé, ironise sur les rumeurs. Il se présente comme une cible facile. J'ai l'accent de Marseille, j'ai entraîné l'OM, j'ai du succès à la radio, forcément ça dérange. Ce discours séduit. Une large partie de l'opinion publique continue à le défendre. Pour beaucoup, Courbis incarne une forme d'authenticité dans un monde devenu aseptisé. Il est imparfait, certes, mais sincère. Ses accrochages avec la justice sont vus comme des maladresses, pas des manœuvres délibérées. Mais derrière le rideau, les enquêteurs poursuivent leur travail. Les magistrats s'impatientent et dans certaines affaires en cours, comme celle des comptes de l'OM, son nom commence à apparaître noir sur blanc dans les procès-verbaux. La machine judiciaire est en marche et pour Courbis, l'ère du doute médiatique va bientôt laisser place à l'heure des convocations officielles. C'est au tournant des années 2000 que l'image de Roland Courbis commence réellement à vaciller.
L'icône du football marseillais, jusqu'alors porté par ses succès sur le terrain et son charisme populaire, se retrouve peu à peu aspiré dans une série d'affaires où sport, finance et criminalité organisée se mêlent dangereusement. L'une des premières alertes sérieuses remonte pourtant bien plus tôt, à la fin des années 1980, bien avant qu'il n'entraîne l'OM. À cette époque, Courbis est aperçu à plusieurs reprises dans des cercles huppés de la Côte d'Azur, notamment autour du casino Palm Beach à Cannes. Aux côtés d'une comtesse italienne flamboyante, Maria Luisa Rizzoli, il est soupçonné d'avoir participé à un système de manipulation de jeux de table et de blanchiment via des parties truquées. La presse s'empare brièvement du sujet, mais l'affaire est classée sans suite. Courbis est relaxé, faute de preuves. Ce n'est pourtant pas l'épisode judiciaire qui intrigue le plus les enquêteurs, mais bien les fréquentations. Qui est vraiment Maria Luisa Rizzoli et comment Courbis, simple ancien joueur de Toulon à cette époque, s'est-il retrouvé dans l'entourage de cette aristocrate sulfureuse, connue pour ses liens avec certains réseaux milanais? Des années plus tard, lorsque l'affaire du Caisse Noire de Toulon refait surface, ces interrogations reviennent avec insistance. Entre 1996 et 1998, Courbis est à la tête du Sporting Club de Toulon, un club modeste mais au fonctionnement interne singulièrement opaque. Un audit interne révèle alors l'existence de comptes parallèles, utilisés pour rémunérer des joueurs ou des agents hors cadre légal. Montant en liquide, contrats non déclarés, commissions déguisées, tout laisse penser à un système parallèle bien rodé. Lorsque l'enquête s'accélère, Courbis est placé en garde à vue. Il passe 98 jours en détention provisoire, une épreuve qu'il décrira plus tard comme une parenthèse injuste mais formatrice. Pourtant, à sa sortie, il refuse de commenter l'affaire en profondeur. Ses réponses se veulent floues, presque défensives. « Je ne suis pas comptable, moi, je suis un homme de terrain ». Mais derrière cette déclaration se cache peut-être une vérité plus trouble. Était-il vraiment un simple technicien naïf dans un monde de magouilles ou bien un acteur conscient d'un système qui lui échappait de moins en moins? Lorsque l'affaire du Caisse Noire à Toulon éclate au grand jour, un nom revient avec insistance. Éric Goiran, directeur administratif du club à l'époque, lui aussi inquiété dans le dossier. Mais c'est surtout un autre acteur, jusqu'alors inconnu du grand public, qui attire l'attention. Raphaël Di Francia, un ancien intermédiaire sportif qui décide en 1998 de tout balancer à la justice. Dans ses dépositions, Di Francia décrit un système quasi-industriel de dissimulation de primes et de commissions, notamment autour des jeunes recrues et des agents fictifs. Il accuse Courbis d'avoir personnellement validé certains de ces montages et affirme que l'argent passait parfois par des circuits très loin du football, société écran en Corse, compte offshore et cash non déclarés. Ce témoignage explosif est loin d'être isolé. Plusieurs autres sources confirment à demi-mot l'existence de pratiques tolérées dans les petits clubs du Sud, notamment à Toulon et Montpellier. Mais ce qui choque les enquêteurs, c'est l'ampleur du réseau et le sentiment que personne ne parle. Comme si une loi du silence bien plus puissante qu'une peur judiciaire protégeait les protagonistes. Dans les années suivantes, l'affaire s'enlise. Les avocats s'affrontent sur la légalité des preuves. Certains témoins se rétractent, d'autres disparaissent du paysage. Et Courbis, lui, ne flanche pas. Il nie toute intention frauduleuse, répète qu'il faisait confiance à son staff administratif et tente de se repositionner comme victime d'un acharnement politico-médiatique. Mais l'ambiance change. Sur les plateaux radio, sa verbe légendaire s'émousse. Il devient plus prudent, plus cynique aussi. Lors d'un direct sur RMC, il lâche une phrase passée inaperçue à l'époque. « Dans ce pays, c'est pas celui qui sait le plus qui gagne, c'est celui qui parle le moins ». Une déclaration apparente anodine, mais qui, rétrospectivement, sonne comme un aveu masqué. Certains anciens joueurs commencent aussi à s'éloigner. Ils parlent d'un homme fatigué, paranoïaque, qui multiplie les précautions. Numéro de téléphone régulièrement changé, dîner annulé à la dernière minute, discussions coupées net quand certains noms sont prononcés. Un climat de tension diffus s'installe et une impression lancinante. Roland Courbis ne craint pas la justice, il craint quelque chose ou quelqu'un qu'il ne nommera jamais.
Au fil des ans, les affaires se superposent comme des strates opaques, chacune contenant son lot de noms discrets, de contrats flous et de silences bien gardés. Mais c'est un dossier en particulier qui ravive toutes les suspicions. L'affaire des comptes de l'Olympique de Marseille entre 1997 et 1999. Cette fois-ci, l'enquête est nationale. Le fisc, la DNCG, le parquet de Marseille, tous examinent à la loupe les mouvements financiers du club sous l'ère Courbis. Plusieurs transferts attirent l'attention, notamment ceux de joueurs sud-américains, dont les contrats révèlent des commissions astronomiques versées à des intermédiaires sans identité précise. Les documents évoquent aussi des notes de frais suspectes, liées à des voyages, des hôtels de luxe, des soirées non justifiées. Au centre de ce maelstrom, le duo Courbis-Camporo. Charles Camporo, alors directeur sportif, est l'architecte présumé de plusieurs opérations. L'un agit dans l'ombre, l'autre brille face aux caméras. Ensemble, ils auraient, selon les enquêteurs, mis en place une structure parallèle de gestion des transferts échappant au contrôle du conseil d'administration du club. Aucune inculpation formelle n'est prononcée contre Courbis, mais son nom figure noir sur blanc dans plusieurs PV d'audition. Les médias, d'abord timides, se déchaînent. Des unes titrent « OM, la double comptabilité, Courbis savait-il, silence radio sur des millions d'euros ». Et dans les talk-shows, les chroniqueurs s'écharpent entre défenseurs du grand Roland et détracteurs accusant une imposture organisée. Face à cette pression, Courbis se replie. Il n'accorde plus que de rares interviews. Lorsqu'il est interrogé sur son rôle dans les transferts de l'OM, il élude. « Vous croyez vraiment qu'un entraîneur a le temps de vérifier les chèques ?» Mais cette fois-ci, ses traits sont plus tirés, son regard plus fuyant. Il n'est plus l'homme invincible des années 90, il est cerné. Et pourtant, jamais il ne lâchera un nom. Ni Camporo, ni les agents, ni les figures corses ou milanaises. Comme s'il s'était imposé une ligne rouge invisible. Parler, ce serait trahir un pacte, peut-être le pacte même qui lui a sauvé la vie à Calvi. Mais ce silence si pesant ne fera qu'épaissir la légende noire de Roland Courbis. Le 12 juillet 1996, en plein été, la ville de Calvi est baignée d'une chaleur écrasante. Sur le port, à quelques pas d'un restaurant chic fréquenté par les notables corses, deux hommes descendent d'un véhicule. L'un est Dominique Rutili, président du FC Calvi, figure locale influente. L'autre, en retrait de quelques pas, n'est autre que Roland Courbis, venu assister à une réunion officieuse. Il marche à peine quelques mètres lorsqu'un bruit sec fend l'air. Puis un second, et un troisième. En quelques secondes, tout bascule. Rutili s'effondre, touché en pleine tête, mort sur le coup. Courbis, lui, est projeté au sol. Une balle l'a atteint à l'épaule. D'autres ont sifflé à quelques centimètres de son corps. Les assaillants, dissimulés dans une voiture banalisée, prennent la fuite avant même que les secours n'aient le temps d'arriver. Le choc est total. Dans les premières heures, l'information est tenue secrète. Puis, comme une traînée de poudre, elle envahit les rédactions nationales. Courbis blessé dans une fusillade en Corse. Le lien avec la mafia corse, et plus précisément le groupe Brise de Mer, est rapidement évoqué. Rutili était, selon certaines sources policières, impliqué dans des circuits financiers occultes liés au cercle de jeu. Était-il la cible unique, ou Courbis était-il lui aussi visé? Hospitalisé, puis rapidement rapatrié à Marseille, Courbis fait preuve d'un mutisme glacial. Lors d'une brève conférence de presse, il ne dit que ces mots. « Je n'ai rien vu, rien entendu, et je ne dirai rien. » Une déclaration glaçante, presque dérangeante. Pas une larme, pas de colère, juste une ligne droite, rigide, comme tracée à l'avance. Pour les proches, c'est un électrochoc. Il a changé ce jour-là, dira un ancien joueur sous sa direction. Il n'a jamais été bavard, mais après Calvi, il est devenu une forteresse. Certains amis décrivent un homme plus silencieux, presque paranoïaque. Il installe des caméras autour de sa maison, refuse certains déplacements, annule à la dernière minute des rendez-vous professionnels si quelque chose ne lui semble pas clair. La police, elle, ne parvient à rien. L'enquête sur le meurtre de Rutili est classée sans suite. Aucune arrestation, aucune revendication. Les rares témoins évoquent un commando organisé, rapide, méthodique, du travail propre, comme une exécution. Courbis, pourtant à quelques centimètres de la mort, reste introuvable dès qu'il s'agit de coopérer. Certains y voient de la peur,
d'autres un pacte silencieux. Mais une chose est sûre, à Calvi, quelque chose s'est brisé. Et derrière l'apparente résilience de l'homme public, une faille s'est ouverte, béante, irréparable. Après Calvi, Roland Courbis ne sera plus jamais le même. À la radio, il garde son ton gouailleur, ses pics bien placés, ses envolées contre les fouteux aseptiques. Mais dans l'intimité, ceux qui le côtoient ressentent un poids nouveau. Une ombre qui l'accompagne en permanence, comme si la mort lui avait soufflé un secret qu'il ne pouvait ou ne devait jamais révéler. Sa vie personnelle devient de plus en plus fragmentée. On dit qu'il change fréquemment de domicile, qu'il évite certains quartiers de Marseille, qu'il refuse tout séjour en Corse, même pour des événements publics ou des hommages. Un refus catégorique, comme une cicatrice encore vive. Les producteurs de télévision, qui le sollicitent pour des documentaires ou des rétrospectives, reçoivent toujours la même réponse. Pas envie de revenir là-dessus. Et lorsqu'un jeune journaliste, un jour, ose lui poser une question sur Dominique Rutilli, le regard de Courbis se durcit brutalement. Parle de foot si tu veux, le reste, oublie. Le plus troublant, c'est l'attitude de certains anciens coéquipiers ou collaborateurs qui, interrogés sur cette période, préfèrent éluder. Comme s'il existait un consensus tacite autour de cet épisode. On n'en parle pas dans les médias, pas entre amis, pas même dans les biographies. Dans une rare confidence à un ami de longue date, jamais publiée mais rapportée discrètement, Courbis aurait un jour murmuré « Il y a des histoires où le silence protège plus de vie que la justice ». Phrase énigmatique, presque romanesque. Mais venant de lui, elle prend tout autre relief. Car si la justice n'a jamais pu relier Courbis à quelconque réseau criminel, les circonstances, elles, parlent d'elles-mêmes. Blessé dans une embuscade marsieuse, ami d'un homme assassiné, présent au mauvais moment dans un lieu notoirement infiltré par les clans corses et vivant là où d'autres ont péri. Ce n'est pas une fiction, c'est un fait. Et c'est précisément ce silence, ce vide entre les lignes, qui rend l'histoire de Roland Courbis si troublante. Il ne s'est pas effondré, il n'a pas fui les micros, mais quelque chose s'est figé. Pour toujours. Il y a quelque chose d'étrangement calme dans la façon dont Roland Courbis abordait ces dernières années. Il continuait à intervenir sur RMC ponctuellement, avec moins de régularité, mais toujours la même gouaille. Il riait, ironisait, lançait des piques aux entraîneurs en place, mais sous cette façade radiophonique, une transformation lente s'opérait. L'homme qui jadis occupait les bancs de touche avec férocité et les studios avec fulgurance devenait de plus en plus insaisissable. Certains disaient qu'il préparait un livre, d'autres qu'il enregistrait ses mémoires à huis clos. Mais ce qui en ressort, c'est cette impression d'une parole retenue, d'un discours qu'il aurait voulu livrer sans jamais en trouver la forme. Dans une interview restée confidentielle, accordée à un ancien confrère de presse sportive, Courbis lâche une phrase ambiguë. « J'ai traversé des terrains plus minés en dehors des stades qu'avec des crampons. Le football, c'est simple. Le reste, beaucoup moins. » Lorsque le journaliste tente de relancer, il balaie la question. « Ce qui compte, c'est ce que je n'ai pas dit, et que je ne dirai pas. » Ce refus d'explication franche devient paradoxalement une forme de confession. Il ne nie rien, il ne confirme rien, il laisse simplement le doute s'installer, comme un aveu silencieux. Ses proches racontent aussi un changement subtil dans sa manière de parler du passé. Là où il défendait autrefois son intégrité avec véhémence, il se contentait désormais de dire « j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais ». Il n'y avait plus de justification, juste une fatigue, une lassitude, peut-être même un poids. Plusieurs mois avant sa mort, Courbis participe à une émission spéciale sur l'histoire de l'OM. À la fin de l'enregistrement, les micros coupés, il glisse à un technicien « Tu sais, on se demande toujours ce qu'on aurait dû dire plus tôt. Et puis un jour, on se rend compte que c'est trop tard. » Ce soir-là, il reste assis longtemps dans le studio vide, seul, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. La dernière trace publique qu'il laisse est une chronique enregistrée quelques semaines avant sa disparition. Intitulée « Ce qu'on ne dit jamais », elle ne parle pas de football, elle parle de loyauté, de trahison, de peur, de fraternité. Sans nommer qui que ce soit, il évoque un homme qui a dû se taire pour que d'autres vivent. Il conclut par une phrase glaciale « Le silence, parfois, est le seul moyen de rester libre ou de rester en vie. » Ce n'était pas un mea culpa, ce n'était pas une déclaration, c'était un message, codé, lourd, ultime. À sa mort, aucun document,
Aucun testament confessionnel ne sera trouvé. Pas de livre, pas de manuscrit, juste quelques carnets raturés où les notes s'interrompent souvent par une ligne noire, tracée rageusement, comme si les mots lui échappaient ou qu'il préférait les effacer. Ce qu'il savait, il l'a emporté. Ce qu'il a vu, il ne l'a jamais raconté. Ce qu'il aurait pu révéler, il a choisi délibérément de ne pas le faire. Mais dans ce choix, cette fidélité au silence, il y avait peut-être plus de vérité que dans n'importe quelle déposition. Car parfois, le mutisme est une forme de confession. Et la plus terrible des vérités, c'est celle qu'on devine, sans pouvoir jamais la prouver. Le 12 janvier 2026, la nouvelle tombe comme un murmure à l'antenne. Roland Courbis s'est éteint ce matin à 72 ans. Aucun communiqué officiel, aucun hommage institutionnel, juste une brève relayée sobrement sur les ondes d'RMC. Puis, 1 minute de silence. Et rien d'autre. Pas de grande cérémonie, pas d'éloge funèbre en direct. À Marseille, les supporters déposent quelques fleurs devant le stade Vélodrome. Sur les réseaux sociaux, les messages se multiplient. Certains saluent l'entraîneur passionné, d'autres le chroniqueur au franc-parler, d'autres encore l'homme mystérieux qu'on n'a jamais vraiment compris. Mais derrière les hommages, une sensation tenace persiste. Celle d'un homme parti sans avoir livré sa version. D'un témoin clé d'un demi-siècle de football français, mais aussi de ces zones grises qui a préféré se taire. Par loyauté? Par peur? Par stratégie? Personne ne le saura jamais. À Toulon, à Marseille, à Calvi, ces 3 villes qui ont marqué ses blessures les plus profondes, quelques anciens collaborateurs murmurent entre eux, comme pour exorciser quelque chose. Ils savaient tout. Et peut-être est-ce justement pour cela qu'il s'est imposé cette loi du silence. Ne pas trahir, ne pas provoquer, ne pas rallumer des braises encore incandescentes. Avec Courbis disparaît une mémoire vivante du football français des années sombres, celle des transferts louches, des agents de l'ombre, des enveloppes brunes et des complicités silencieuses. Il était à la croisée des chemins, entre les vestiaires et les coulisses, entre les micros et les mafias, entre la lumière du sport et l'ombre des affaires. Et dans ce rôle d'équilibriste, il aura réussi l'impossible. Rester debout, là où tant d'autres se sont effondrés. Mais à quel prix? Peut-on encore parler d'héritage quand l'essentiel est resté enfermé? Peut-on saluer la carrière sans interroger l'homme? Peut-on respecter le silence tout en regrettant de n'avoir jamais entendu la vérité? Une chose est certaine, la page Courbis est tournée, mais elle n'est pas refermée. Elle laisse une rature, une énigme, un vide qui ne sera jamais comblé. Et cette question suspendue qui résonne encore, bien après sa mort. Le silence de Roland Courbis, était-ce une ultime fidélité ou une abdication face à l'inavouable?